merci de m'avoir proposé de faire cet exposé. Alors en fait, quand on m'a demandé de parler de Smart Cities, je vais parler un peu de Smart Cities dans le contexte de la fédération, parce que pour parler des Smart Cities, on pourra en parler 2 heures, ou alors d'une façon plus courte, ce qui permet de me caler sur une vision et un avis des Smart Cities qui sont loin d'être les Smart Cities en entier. Alors, juste quelques mots d'abord sur la fédération, qui est une fédération CNRS qui a vu le jour le 1er janvier de cette année, après quelques mois de préparation. Donc, il met en lien des gens des SHS et des informaticiens qui sont, pour l'instant, basés sur des laboratoires de l'Université de Versailles. Alors, ce qui tombe bien ici, c'est que je ne vais pas avoir ni prendre le risque, ni prendre le temps de décrire les laboratoires de SHS, puisque je pense que vous les connaissez, hein, donc le Dante, le CESDIP, le Centre d'Histoire Culturelle et le laboratoire Printemps. Et donc l'idée, c'était en effet de mettre en lien pour travailler ensemble des gens des sciences politiques, des juristes, des sociologues, des historiens, et puis une compétence que nous n'avions pas mise au début dans la fédération et qui devient de plus en plus importante pour certains problèmes, ce sont les géographes. Il y a un aspect géographique qui intervient aussi et qui est de plus en plus prégnant dans ces questions-là. Et un laboratoire d'informatique, donc le laboratoire données et algorithmes pour la ville intelligente et durable, donc qui met en termes d'expertise en lien des équipes qui sont plutôt orientées données et des équipes qui sont plutôt orientées algorithmes et modèles pour attaquer ces problèmes-là. Alors, l'objectif, c'est 1, la pluridisciplinarité, 2, aller vers l'interdisciplinarité, ce qui est un peu un challenge en lui-même, c'est-à-dire non seulement attaquer des domaines communs avec des visions et des choses différentes et collaborer, mais aller sur des sujets de recherche qui sont communs, en évitant simplement le fait que chaque domaine d'activité soit une entrée ou une sortie pour l'autre. Et puis il faut, et ça c'est aussi l'enjeu, que ça donne de la recherche à tout le monde. Là, si je prends le point de vue d'informaticien, très souvent, la grande quantité de questions qu'on nous pose sur l'informatique, sur les données, sur les algorithmes, on peut apporter une expertise, mais ça ne nous donne pas forcément des sujets de recherche en informatique. Et je pense que c'est vrai un peu dans tous les cas. Donc il faut vraiment aussi identifier, là, du point de vue laboratoire, ce qui est de l'ordre des sujets de recherche. Alors, si on cible sur les Smart Cities, en fait, les 3 objectifs, c'est-à-dire de travailler ensemble depuis l'origine jusqu'à la destination finalement d'une étude, c'est-à-dire d'abord essayer d'analyser, de comprendre et de modéliser, qui pour nous, informaticiens, est aussi quelque chose d'important, eh bien, des comportements, des populations, des usages, des attentes, pour être capable de comprendre finalement le terrain. Quand on doit fournir des réponses ou fournir des solutions, d'être capable de les travailler ensemble, pour ne pas tomber dans le piège, qui est le piège que les informaticiens aiment bien, c'est tout est pareil. Donc on a une solution générique, et puis cette solution, elle va s'appliquer, et puis finalement, c'est un peu aux populations ou aux structures de s'adapter. Il y a un exemple encore récent d'une ville qui finalement a dû changer dans certains quartiers les sens d'orientation qu'elle avait de ses rues, pour que finalement les trajets passant par ce quartier ne soient plus proposés par des logiciels de recherche de chemin en ville, parce que finalement, en recherchant les trajets les plus courts, ils faisaient traverser finalement des quartiers qui étaient calmes jusque-là. Et donc la solution qui a été trouvée, c'est d'inverser les sens d'orientation. Ils ont attendu quelques mois, les logiciels ont identifié que c'était plus valable, et donc à partir de ce moment-là, le quartier a été de nouveau tranquille. Donc quand la gouvernance des villes doit s'adapter aux algorithmes et non plus l'inverse, on a un petit souci, quoi, en quelque sorte. Et puis, bon, il y a aussi un certain cas d'usage où, quand on a déployé des infrastructures de transport, ben, ça a créé d'énormes problèmes parce qu'on n'a finalement pas tenu compte de la réalité des populations et on a parfois coupé des quartiers culturels en 2 quartiers différents en faisant traverser une route parce que c'était dans 2 communes différentes qui passaient par une frontière et ça a créé d'énormes problèmes. Et puis à la fin, ici, être capable de mesurer évidemment les performances et les impacts des solutions qui sont proposées. Alors, ça nous a amené à partir de 4 thèmes de recherche, dont je vais reparler un petit peu dans le cadre des Smart Cities. Un qui est sur territoire et environnement, un thème mobilité au pluriel, on verra pourquoi le pluriel, un thème société réelle et société virtuelle, et un thème culture et patrimoine. Donc voilà un peu pour la structuration de la fédération qui, là, est en train de chercher justement, enfin de chercher. Il y a déjà un certain nombre qui préexistaient et d'autres qui sont en train d'émerger, de thématiques sur lesquelles on va pouvoir travailler ensemble. Alors, la ville intelligente et durable. Donc encore une fois, c'est un terme politique, économique, parce qu'aucune ville ne va dire « je suis stupide et périssable ». Donc dès que vous parlez avec un élu ou quelqu'un, sa ville est intelligente et durable et doit l'être de plus en plus. Donc si on ressort finalement de la stratégie nationale de la recherche qui avait été établie sur la ville intelligente et durable, il y a les 4 points, je dirais, assez classiques, c'est-à-dire il y a tout ce qui est
l'environnement urbain, donc les infrastructures qui vont de l'habitat, les transports, évidemment, j'y reviendrai, mais aussi tout ce qui est réseau, les réseaux de distribution d'énergie, les réseaux télécoms, etc. Là aussi, je vais y revenir. Et puis, tout ce qui est accès aux services. On a la gestion, c'est-à-dire la gouvernance. Donc, en ce moment, les gouvernances, là aussi, les big data, etc., ont fait que des villes ont l'impression que parce qu'elles ont les données, elles ont les solutions et les réponses. Ce que je disais tout à l'heure, évidemment, quand on a des données, est-ce qu'on a vraiment quelque chose ou pas? En plus, cette question de dire qu'il faut les protéger parce que c'est une richesse. Donc la culture de l'open data en France est un peu différente de ce qui se passe. On a plus facilement en France des données venant de Rio de Janeiro que des données de Cachan. C'est une question, on peut se poser, mais c'est une réalité. Ensuite, des lieux qui sont intelligents, donc qui connectent l'individu, qui connectent les systèmes aussi. Et puis des usagers ou des citoyens qui deviennent des acteurs. Donc ça, c'est les 4 grands thèmes que l'on retrouve sur les Smart Cities, mais avec 4 préoccupations. Certaines ont été déjà évoquées ce matin, donc notamment la première, qui est la protection et la confidentialité des données personnelles. Je dirais même plus loin, c'est le contrôle de celui d'où émanent les données, un citoyen ou un système, sur son devenir. Et son devenir non seulement en termes de traitement, mais même en termes de stockage. Quand on met ces données personnelles dans le cloud, où est-ce qu'on les met? Quelles sont les garanties? Il y a l'accès de l'individu à son patrimoine numérique. Je voudrais pouvoir savoir tout ce qui existe sur moi, finalement, comme données un petit peu partout. Est-ce que j'ai accès à cette chose-là et à quel endroit est-ce que c'est stocké? Donc là, on est loin encore d'avoir des solutions pour ça. Puis l'impact, en effet, sur la santé et la sécurité et le bien-être des habitants, l'impact sur l'environnement, et là aussi, ne pas avoir des solutions génériques qui amènent finalement une uniformisation forcée des individus en disant pour que ça puisse fonctionner, il faut que tous on tombe dans le même moule. Donc il y a la prise en compte aussi des identités culturelles et sociales. Alors, en fait, quand il y a eu un projet qui avait été déposé donc, au cœur un peu de cette fédération sur la ville intelligente et durable, c'est un peu la phrase du haut qui avait fait consensus entre, parce que c'est déjà un enjeu en dire finalement la ville de demain, si on devait le voir des différents points de vue, comment on pourrait la définir. Et donc, en effet, alors à l'époque, il fallait parler de site urbain, mais plus de ville, parce que qu'est-ce qu'une ville, par exemple? Si vous regardez une ville, une définition de son environnement, c'est-à-dire ce qui était autrefois la palissade qui est autour, vous regardez ce qu'est une ville, finalement, c'est l'étendue de ses réseaux. Et je vais revenir sur la notion de ville métabolique. Mais si on regarde les réseaux en disant un réseau, c'est quelque chose qui est régulièrement utilisé, etc., Le Havre est une partie de la ville de Paris. Parce que tous les jours, du Havre, il y a beaucoup de camions qui transportent du poisson qui viennent à Paris, qui reviennent tous les soirs. Donc si on regarde le périmètre d'un réseau de transport régulier, journalier, qui est autour de Paris, Le Havre apparaît dans la carte. Donc en fait, la notion de ce qu'est finalement un site urbain dépend de la manière dont vous le regardez. Et quand on regarde en termes d'habitants, enfin, peut-être certains d'entre vous sont concernés, il y a beaucoup de gens qui travaillent à Paris, qui habitent à Amiens ou à Orléans notamment, et qui vont prendre des transports tous les jours. Est-ce que pour autant, Amiens donc est une sous-partie de Paris ou non? Évidemment, les élus vont dire que non, mais si on regarde ça uniquement en termes de flot de transport, on voit apparaître Amiens aussi qui va être connecté à la ville de Paris. Donc il y a toutes ces questions-là qui se posent sur la définition. Et évidemment, de garder aussi la population et le citoyen au cœur de la définition. Alors, si on va plus vers le côté Smart Cities, vu un peu, je dirais, du côté des données ou des informaticiens, on a un peu un schéma comme celui-là, où finalement, on a un système global qui est la ville, qui est capable de produire des données de différentes natures, de différentes qualités, de différentes durées. À partir de ces données, on veut en extraire finalement de la connaissance, donc on veut apprendre et comprendre. Et puis une fois qu'on a extrait la connaissance des données, pouvoir l'utiliser pour prendre des décisions qui sont du pilotage, de l'information, voire du dimensionnement d'infrastructures, sachant que quand on dimensionne une infrastructure urbaine, c'est pour les 10 ou 15 ans qui viennent. Ce n'est pas quelque chose qu'on va changer 6 mois après, donc il y a des enjeux de ce type-là. Donc ça, c'est un peu le schéma global, c'est le schéma qu'a bien présenté notamment les opérateurs télécoms, qui sont les premiers à vendre des solutions aux communautés urbaines pour piloter leur ville. C'est un peu comme ça qu'ils présentent finalement la Smart Cities. Donc pour moi, c'est un peu la vision minimale du point de vue donné de ce qu'est une Smart City. Et on retrouve là aussi les préoccupations et les mots-clés, c'est qu'en haut, on a les données brutes, comme je le disais, qui mobile, géolocalisée, présente à un moment et pas à d'autres, de différents types, ça peut aller d'un scan d'un document jusqu'à des bases de données structurées, des données quantitatives et qualitatives,
Il faut savoir travailler avec ces deux types de données. Le qualitatif est quelque chose qui n'était pas forcément, du moins dans certains domaines, et pour l'algorithmique fondamentale, le qualitatif n'était pas un peu dans le cœur de sujet, c'est quelque chose vers lequel on va. Et puis aller, comme je le disais, du donné à la connaissance, et puis à partir de cette connaissance, être capable de piloter, optimiser, dimensionner. Ce qui est important, c'est que chaque fois qu'il y a une flèche, il y a des algorithmes. Les algorithmes qui font ça et les algorithmes qui font cela sont de deux natures différentes. Alors, quand on prend ça d'un point de vue algorithmique, c'est des algorithmes, mais là, on va nous dire ici, c'est de l'IA, et là, c'est de l'optimisation, même si maintenant, les choses se croisent beaucoup plus. Et donc, on a cette présence d'algorithmes dans ces différents niveaux. Alors, si on regarde du point de vue de, cette fois-ci, l'informaticien, on a le schéma qui colle, qui va des données jusqu'à la connaissance, être capable ensuite de répondre à des questions posées sur ces données, de les comprendre, prédire. Alors, répondre et comprendre, c'est un peu l'idée du... Quand le deep learning était sorti, ce que l'on disait, c'est que le deep learning va répondre à des questions que vous ne vous êtes jamais posées. C'était un peu essayer de deviner des inférences et des liens. Parfois, on veut une réponse particulière, il faut avoir un algorithme, finalement, qui est capable de répondre à la question, puis fournir des résultats. Avec toujours les questions qui sont des questions de confidentialité. Et là aussi, on l'a retrouvé dans toutes les choses de ce matin, il y a les données brutes, il y a ce qu'on va faire les algorithmes et les résultats prouvés. Sachant que les algorithmes eux-mêmes utilisent ces données pour changer éventuellement leur paramétrage, et ils apprennent et ils s'adaptent. Et parfois, de connaître l'algorithme brut, mais de ne pas avoir accès à ces valeurs de paramètres ou à cet apprentissage en interne, ce n'est pas avoir l'information la plus importante, parce que ça, c'est quelque chose qui est au cœur. Il y a des choses qui se développent qui font qu'aussi des algorithmes peuvent fournir des résultats en garantissant qu'ils n'ont pas besoin de stocker ni d'avoir un accès pérenne, je dirais, aux données de base. C'est typiquement la question quand vous faites de l'aide à la mobilité urbaine pour les véhicules, en garantissant finalement que les traces de déplacement de chacun des véhicules ne vont pas être stockées quelque part. Et donc il faut être capable de faire ça parce que est-ce que je suis d'accord, moi, pour être tracé par un système qui va me dire, mais en contrepartie, on va pouvoir te guider dans une ville. Non, on doit être capable de faire ça sans être obligé de capter toutes mes données. Alors, sur les thèmes de recherche, le premier s'intéresse aux notions, qui est territoire et environnement, s'intéresse notamment aux notions d'inégalité, que ce soit des inégalités en termes de sécurité, en termes sociaux, d'accès aux infrastructures, d'exposition aussi aux nuisances. Et donc là, il y a aussi comment est-ce qu'on peut faire un diagnostic en termes de données pour répondre à ces questions-là. Et puis, il y a ce qui est autour de la ville métabolique. Alors, la ville métabolique, c'est un peu l'extension d'une idée qui venait plutôt des SHS et des économistes il y a longtemps, mais qui est en train de remonter. C'est-à-dire le fait de dire que la ville, c'est un organisme dont la vie, ce sont les citoyens, qui consomme un certain nombre de choses. Alors, dans les versions des années 50, c'était l'énergie et les matières premières. Là, on y rajoute les usages, on y rajoute les données et un certain nombre de choses. Et puis qui, avec ce principe de vie, va finalement donner un certain nombre de choses qui vont des déchets à de l'activité, des données du bien-être. La question, c'est qu'il est difficile de mesurer forcément certaines de ces choses-là. Et puis, cet organisme, finalement, au cœur, il y a la notion de réseau, c'est-à-dire qu'on a des réseaux qui interagissent et qui forment cet organisme, avec des réseaux qui sont matériels ou immatériels, d'une part, et visibles ou invisibles, d'autre part. Les réseaux de déchets, par exemple, sont très matériels. Alors, il y a une vraie question en ce moment qui est la propriété évolutive des déchets organiques humains, qui sont facteurs d'énergie. Donc, la ville de New York se pose cette question-là. Et la réponse, pour l'instant, c'est qu'elle appartient à celui qui possède le tuyau dans lequel ils sont. Donc, quand les déchets organiques changent de tuyau, ils changent de propriétaire. Mais il y a une vraie question là-dessus, parce que c'est un facteur de fourniture d'énergie qui est non négligeable et que les villes commencent à prendre en compte. Les réseaux d'énergie, donc c'est là aussi plus ou moins visible. Le réseau de transport, et puis des choses moins visibles, mais que l'on voit si on regarde bien, qui sont les réseaux télécoms, et puis tout ce qui est réseau social, réseau professionnel. Et puis aussi les notions de sentiers qui sont en train de gagner aussi, les théories des sentiers qui sont en train de gagner un peu tout ce qui est numérique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder le réseau en tant qu'infrastructure, mais l'usage qu'en font finalement les individus. Et c'est ce réseau-là, induit par les usages, qui va nous intéresser pour essayer de déployer finalement des bonnes solutions. Et les sentiers numériques sont quelque chose qui sont aussi en train d'émerger, c'est-à-dire les usages que font les citoyens des outils numériques qui sont mis à leur disposition. Et comment est-ce qu'on peut modéliser ça en termes de réseau également ? Alors deuxième, et je vais m'arrêter après celui-ci, juste passer les autres vite fait, c'est sur les notions de mobilité. Alors la mobilité, elle est un peu au cœur des smart cities parce qu'en ce moment, c'est ce sur quoi les villes ou les communautés urbaines sont prêtes à investir.
Il y a plein de sujets dans lesquels tout est ouvert, mais il n'y a pas forcément de moyens. La mobilité, c'est une vraie question. Alors on parle évidemment de mobilité de transport, que ce soit autour du véhicule. Alors évidemment, le véhicule autonome, il y a beaucoup de gens dans les différents laboratoires qui travaillent avec l'IRT Systemix ou avec la fondation VDCOM. Mais sur le véhicule autonome, il y a par exemple une question, c'est que d'un point de vue ingénierie, il y a des gens qui font de la sûreté de fonctionnement. C'est-à-dire, la sûreté, ce n'est pas de la sécurité, c'est comment garantir qu'un système n'est pas nuisible pour celui qui l'utilise. Et donc, il y a des techniques, mais qui sont pour la conception du système. Et ça reste en interne. Et la question aujourd'hui, qui est posée en France, mais beaucoup aussi en Allemagne, les gens qui travaillent avec Siemens sur les trains, c'est comment on peut faire le lien entre sûreté de fonctionnement et responsabilité et droit. Parce que pour l'instant, c'est deux choses qui sont totalement séparées. Là, il y a une vraie question qui se pose, comment on peut avoir cette continuité, et notamment dans le cas du véhicule autonome. Et puis, il y a évidemment le lien entre la mobilité et le travail, parce que la mobilité est très impactée par la mobilité par et pour le travail, et donc les changements d'usage professionnel impactent aussi sur la mobilité dans la ville. Et puis, à la fin, il y a aussi les mobilités des populations, c'est-à-dire comment les populations ont bougé au cours du temps et qui expliquent les changements des villes. Puis il y a un sujet qui est assez intéressant aussi, qui est le fait qu'il y a des populations, notamment dans certaines villes, alors beaucoup dans les villes du Sud, qui sont un peu des populations qui laissent aucune trace numérique. Ce sont ce qu'on appelle les transmigrants, donc des gens qui peuvent être présents pendant un certain temps, longtemps, qui ont, alors ce qu'on appelle, je ne vais pas dire opaque, ou un système qui évite de laisser des traces. Et comment par les déformations, un petit peu comme un phénomène physique, comment dans les déformations de données que l'on a, on peut détecter la présence d'une activité qui fait tout pour ne pas laisser de traces numériques. Parce que c'est des populations qui sont assez importantes, moi j'ai découvert ça, et qui ont tendance à ne pas justement avoir trop d'impact en termes numériques, que ce soit en termes financiers, que ce soit en termes de portables. Les téléphones bougent beaucoup, les cartes bougent beaucoup, etc. Donc ce sont des populations qui finalement ont un faible impact sur les données reçues, mais un fort impact sur finalement la sociologie et l'économie. Comment on essaie de détecter ça comme un trou noir que l'on détecte uniquement par la déformation qu'il a sur les éléments qui sont autour? Comment sur les déformations des données on peut essayer de voir finalement l'impact de ces choses? Alors bon, ça je passe. Donc il y a une première feuille de route, voilà. Il y a alors quelque chose que je pense a déjà été traité, c'est tout ce qui est autour de société réelle, société virtuelle, et notamment sur évidemment les aspects de privacy, mais aussi les impacts sur les normes, les marchés, etc., que vont avoir les nouvelles manières de construire. Par exemple, la conception additive pose de vraies questions. Qui est responsable en cas de dysfonctionnement? Celui qui a imprimé, celui qui a conçu, celui qui a décidé? C'est aussi des questions qui sont compliquées. Et puis tout ce qui est intelligent. Et enfin, donc je passerai sur culture et patrimoine, qui est comment finalement on peut valoriser et aussi préserver ou mettre en valeur, à partir de l'interconnexion avec les citoyens, la culture et le patrimoine, et l'articuler dans la conception des villes. Donc voilà un peu l'objectif et les choses qui ont commencé à être attaquées, notamment autour des villes intelligentes et durables.